Lionel Davoust, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Dounia reçoit, qui est une émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Aujourd'hui, on va parler beaucoup d'écriture, surtout de l'écriture d'un monument qui ça devient monumental, j'imagine pour toi, que c'est une partie de ta vie finalement, d'écrivain, qui donc, Les Dieux sauvages et ce qu'il y a autour finalement. Il n'y a pas que cet ouvrage, il y a aussi et qui n'est pas terminé encore, mais il y a aussi d'autres nouvelles, et d'autres romans écrits dans ce monde, donc le monde qui s'appelle Eva Négir, si je prononce bien. Donc je voudrais d'abord que si tu pouvais, bon, on te connaît bien, mais quand même introduis-toi, parce que tu as une autre façon de te présenter maintenant, en Ah. quelques mots. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que Du coup, je suis auteur, des littératures de l'imaginaire, surtout fantasy, même si, j'aime, tous les genres. Il se trouve qu'avec Eva Légère, j'ai surtout fait de la fantasy slash science fantasy depuis, plusieurs années. Voilà, à la base, j'étais biologiste marin, mais j'avais toujours envie d'avoir une facette créative, donc une fois mes études, terminées, je suis, parti avec mon bâton de pèlerin dans le merveilleux milieu des littératures de l'imaginaire où j'ai fait un peu pas mal de trucs. J'étais rédacteur en chef de revue, traducteur, beaucoup, mais là, ça fait, maintenant un petit paquet d'années que je suis, donc auteur, quasiment exclusivement, plus, un peu, donnant un peu des ateliers d'écriture, conférences sur la créativité, choses comme ça. Je suis également, musicien électronique à mes temps perdus, et surtout dans le domaine du jeu vidéo, enfin, c'est surtout de ce que j'ai fait de à peu près visible. Voilà et je vis en Australie maintenant depuis, 2022. Heu, voilà, donc au pays des kangourous et des bestioles qui veulent te tuer, d'après ce que dit la sagesse populaire, même si ici ça c'est plutôt calme donc et puis oui, aussi donc dans le lien parce que je m'intéresse toujours beaucoup à, la technique d'écriture, la productivité dans le domaine de la créativité parce qu'en fait j'en ai besoin moi heu et je m'intéresse beaucoup à ces trucs-là et donc avec, Mélanie Fazi et Estelle Faye, on a le podcast qui s'appelle Procrastination pour mmh, procrastiner utile sur son écriture, depuis 9 ans maintenant, qui sort c'est 15 minutes tous les 15 jours, donc un petit, flash sur un point d'écriture alors des fois on fait des épisodes à rallonge en plusieurs parties, mais voilà sur un point sur le métier, et c'est diffusé par elbakin.net que j'en profite toujours pour remercier au passage parce que, c'est aussi, grâce à eux que le podcast existe parce que j'aurais certainement pas eu le courage de me lancer dans des questions de diffusion sinon. bah, c'est bien. En fait, on reparlera de ça effectivement, de ta relation à l'écriture en tant que «producteur» entre guillemets, puis en tant que passeur, parce que tu as aussi cette dimension de, bah, procrastination, et entre autres, d'autres, moments où on a pu, je crois qu'on s'était bien rencontrés à Nice Fiction en 2015 et on avait déjà parlé d'un projet bah, que tu as mis en route en fait, qui s'appelle donc Les Dieux sauvages, qui est une série. Alors si je regarde juste les dates, tu as commencé avec La Volonté du dragon, donc c'était un peu plus tôt, c'est un peu dans le Ouais, même univers. La route de la conquête, donc c'était en 2010, hein, je ne sais pas si tu comptes. En ouais, ouais, ouais. 2014, La route de la conquête. Port d'âme en 2015 qui est un peu à part, mais c'est toujours, le même monde et enfin Les Dieux sauvages de 2017 à 2025 puisque tu vas peut-être mettre le clap de fin l'année Je je prochaine. je suis toujours dedans. J'espère qu'on va réussir à le sortir l'année prochaine. C'est juste, un monstre, pas possible. Tout dans cette saga de toute façon a explosé, les limites du raisonnable, y compris pour moi. J'ai toujours eu un léger problème, chronique qui est de sous-estimer la longueur de ce que je fais, mais là, j'ai vraiment dépassé le truc et c'était censé être une trilogie relax à la base, Les Dieux sauvages et donc ça s'est transformé en pentalogie, sachant que le cinquième tome va si j'arrive à le maintenir à 1 500 pages, je serai content.
Ah oui, donc on n'a pas fini de lire cette histoire qui est aussi une histoire de guerre dont on parlera plus tard parce que ce n'est pas qu'un roman de fantaisie, avec une quête habituelle, c'est beaucoup plus complexe et avant d'y arriver, je tu m'as dit que tu étais partie dans l'imaginaire en quittant ton métier, mais est-ce que pourquoi l'imaginaire? Tu aurais pu écrire, des romans, de voyage, tu aurais pu écrire sur la mer parce que c'est Alors j'ai écrit sur la mer, mais dans le cadre de l'imaginaire avec oui, la trilogie Léviathan il y a mmh, longtemps maintenant. En fait, j'ai toujours préféré l'imaginaire parce que, ça vient d'une attitude quand j'étais môme, où en fait je préférais toujours l'imaginaire parce qu'en fait, moi j'avais pas envie qu'on me parle du monde tel qu'il est, j'avais envie qu'on me parle du monde tel qu'il pourrait être et pour moi ça se calquait vraiment avec les genres de l'imaginaire. Alors, plus grand et plus adulte, j'ai un petit peu raffiné mon jugement quand même en me disant: «Oui, mais en fait la fiction, même mainstream, elle parle du monde tel qu'il pourrait être», tout ça. Mais oui, cette puissance du rêve et cette possibilité, cette totale liberté dans, la création, dans la réception en tant que, lecteur, spectateur et cetera ou, dans la création justement, moi je voulais, je voulais jouer en mode difficile de base, c'est-à-dire avec la possibilité entière de refaire le monde, réellement. Donc c'était vraiment cette totale et absolue liberté, qui m'avait absolument attiré et qui m'avait beaucoup plu à la base et je penchais vers ça, naturellement. Mes parents, étaient, mais restent encore, tous 2 de gros lecteurs d'imaginaire. Mon père me filait ces vieilles revues Galaxy Fiction, qu'il achetait ah ouais, dans les années, 60-70 et ma mère avait qu'elle a toujours, une partie qui s'est perdue dans les déménagements, mais elle avait un magnifique rayonnage, les Ailleurs et Demain en version papier chocolat, enveloppé en papier d'alu, donc j'allais piquer régulièrement ces bouquins. J'ai découvert Dune comme ça, enfin et mais j'étais un peu perdu, quand j'étais gamin au collège-lycée parce que c'était pas vraiment du tout dans l'enseignement des lettres que moi j'avais, au collège-lycée. Mais heureusement, merci madame Barbier quand j'étais en troisième, qui, m'a mis, l'écume des jours dans les mains et en fait ça a fait la jonction entre, moi ce que j'aimais trouver, c'est-à-dire l'inventivité dans les récits et ça avait droit de cité. Ça, on pouvait dire: «Ah, c'était acceptable» et en fait, en vraiment l'écume des jours, donc j'étais en troisième, a été le truc qui a permis de me dire, «OK, mais en fait, la littérature, c'est la totale liberté, on fait ce qu'on veut et en fait, peu importe ce qu'on en dit, parce que ce qu'on en dit, est intéressant, mais vient toujours après et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer, donc moi, je dois me placer avant». d'accord, c'est intéressant donc tu pars de l'écume des jours pour arriver à Evanishia. Tous les chemins mènent au fantastique en fait, mais c'est intéressant mais donc c'est bien l'écume des jours donc Boris Vian après qui était aussi musicien d'ailleurs. Ouais. Après ça, si tu devais citer dans cette période de lecture tu as cité Dune, l'auteur, un film, une bande dessinée, les mangas, il y en avait peut-être pas encore à ce moment-là beaucoup. Qu'est-ce que C'était le tout début, tout je suis début? vraiment la génération du Club Dorothée, quoi. Oui, d'accord. Est-ce que est-ce qu'il y a un courant de littérature qui t'a intéressé enfin qui t'a marqué ou qui, quand tu écris Mmh. maintenant, serait en arrière-plan? Ouais, je suis vraiment un enfant de la culture geek. En fait, je suis vraiment un enfant de la culture geek. La alors maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment passé dans le domaine courant. Mais, moi à l'époque, que je prends des coups de vieux quand, des fois je fais des interventions sur la narration d'école de jeux vidéo parce que je me rends compte que je suis ce que j'ai fini par appeler un geek de première génération. Pour moi, la culture geek, c'est universel parce que ça a toujours été la contre-culture, mais je me rends compte en voyant maintenant des jeunes étudiants que en fait, mes références, c'est des références de darons, c'est des références de gros vieux
et en fait, je leur dis: «Ouais, si, Final Fantasy VII. Ah ouais, le remake? Non, la version d'origine. Ah OK, bon. BioShock? Ah oui, il y a eu un remake. Oh la vache, je suis vieux». Et en fait, du coup, moi, j'ai aussi beaucoup grandi avec les jeux vidéo. Alors aujourd'hui, on entend, beaucoup parler de voilà, d'auteurs, d'autrices qui dont le jeu vidéo fait partie d'un des médias de l'imaginaire. J'étais au tout début de la vague. Et donc ouais, je jouais beaucoup quand j'étais môme aussi en parallèle avec, bah, les séries, mais les séries c'est pareil, on n'avait pas internet à l'époque, il y avait pas Non. de net, il y avait pas de Netflix. J'avais un copain, j'ai toujours un copain d'ailleurs, qui mais à l'époque, avait Sky, avec sa télé en satellite, donc il payait je pense une fortune et qui, était un fan de séries et donc très gentiment, m'envoyait des cartons de VHS, Ah oui. avec des saisons entières de Star Trek en anglais non sous-titré, parce que les sous-titres, hein, ça n'existe pas. On a tout au plus du 56K. Oh la vache, j'ai vraiment l'impression de parler de l'âge de pierre, c'était horrible. Mais donc voilà, donc le jeu vidéo a été une grosse influence, pour moi dans le fait, en fait, de m'approprier un univers, et en fait, de rentrer dedans. Et en plus, d'autant plus qu'à l'époque, bah, c'était, aujourd'hui, on parle voilà, du retour avec le pixel art, du 8 bits et tout. À l'époque, on n'avait pas le choix. Donc il y avait donc c'était très facile, en fait, de projeter sur, bah, la technique qui était extrêmement rudimentaire. C'était extrêmement facile de projeter, un univers là-dessus parce que, bah, il y avait rien, en fait, pour soutenir l'imaginaire. Et je veux certainement pas dire, encore une fois, faire mon vieux daron en disant: «Ah, c'était mieux avant», pas du tout. Je suis absolument ravi et bluffé par tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est magnifique. Mon épouse et moi, on est en train de faire Elden Ring et on tombe de notre chaise régulièrement quand on voit des panoramas et tout, en disant: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau!» Mais, bah, du coup, à l'époque, j'avais pas le choix. Donc ouais, le jeu vidéo a été une grosse influence pour moi, parce qu'avec l'aspect rudimentaire des choses, pas le choix de projeter un univers dessus et du coup, bah, naturellement, bah, j'ai pris l'habitude de me faire mes propres représentations, mes propres histoires et je pense que ça a beaucoup aidé rétrospectivement, dans le fait toujours dans cette idée de cultiver la liberté de l'esprit en se disant, «Allons là où on a envie d'aller» parce que finalement la création c'est ça, quoi. Donc tu partais des jeux et tu les approfondissais quelque part, tu te les appropriais, tu les adaptais à Oh, ton imaginaire, non? à à l'époque, pour aujourd'hui c'est devenu tout à fait naturel de dire qu'en fait, l'imaginaire s'exprime à travers tous ces médias, en fait. On parle même du transmédia, Mmh, que l'imaginaire appartient à tous ces médias, de manière différente et que la culture de l'imaginaire, elle se trouve au faisceau de la littérature, du cinéma, de la série, du jeu vidéo, mmh. de la fanfic, du jeu de rôle sur table, du jeu de rôle informatique. Je fais la différence parce qu'aujourd'hui, pour moi, le jeu de rôle, ça sera toujours des gens autour d'une table, que j'ai beaucoup pratiqué aussi. Mais aujourd'hui, bon, comme il y a beaucoup de il y a on peut jouer en visio, il y a les jeux de rôle multijoueurs et cetera. Donc l'imaginaire, il est à travers tout ça et il vit à travers tout ça. Et aujourd'hui, c'est un truisme de dire ça, mais moi qui étais ado dans le fin des années 80, début des années 90, c'était pas évident. Mais ça a beaucoup joué dans la formation de mon plaisir du jeu, de l'imaginaire et de la création. Et voilà, c'est vraiment, pour moi, ouais, pour moi, l'imaginaire vraiment, c'est toute l'expression de tous ces médias-là et c'était vraiment beaucoup ce qui me plaisait parce que je baignais dedans et puis avec mes copains, on baignait dedans et on continue à baigner dedans, autant qu'on peut, quand on peut, se retrouver faire une partie de JDR ou ce genre de choses. Je continue alors trop de boulot donc je peux pas, mais j'ai des joueurs qui me tannent, en Australie, pour faire du jeu de rôle. Ça va être la première fois que je vais masteriser en anglais. Je pense que ça va être rock'n'roll, mais on va voir. Et peut-être qu'un jour tu écriras en anglais aussi.
Peut-être, je vais déjà finir les 2 sonnages, ensuite on va voir ce qu'on va Oui, faire. après ça sera autre chose, on en parlera après et en fait, ce que je tu es un novelliste autant qu'un romancier et je voulais savoir ce qui comment tu différenciais les écritures quand tu écris une nouvelle et un roman? Qui c'est voilà, quelle est la différence pour toi et à quoi ça te sert de faire l'un ou l'autre si ça sert à quelque chose? Alors, j'ai un problème chronique qui est que je sous-estime toujours la durée de ce que je fais. Tu parlais d'A Volonté du Dragon tout à l'heure, c'était Mmh. censé être une nouvelle. La trilogie Léviathan était censée être un roman. Les Dieux sauvages étaient censés être une trilogie. Donc, là, j'ai fini par me rendre compte que, en gros, si je veux écrire une nouvelle, il faut que je pense en termes de haïku. Alors, mais plus sérieusement, globalement, bah, la nouvelle, étant forcément du coup plus courte, déjà je trouve qu'elle se prête extrêmement bien à faire des expériences, qui, deviendraient, épuisantes si tu devais les développer sur la durée. Donc, moi ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle, c'est le champ d'expériences possibles qu'elle ouvre, où on peut partir avec un type de ça marche un peu aussi un peu avec la novella, où on peut partir avec un type de mécanisme, un type de narration, on peut tenter quelque chose de vraiment, presque expérimental, et développer cette idée-là et sur un quelque chose de court et de contenu comme la nouvelle, on va pas lasser quoi. Ça va garder l'énergie, mais suffisamment pour que en gros, hein, comme on dit, les blagues les plus courtes sont les moins longues, pour pas que en gros, ça devienne lourd à force. Je suis aussi un de manière générale, je s en narration, mais encore plus en nouvelle, j'aime beaucoup l'aspect chute, j'aime beaucoup l'aspect, de manière générale, twist final. Globalement, il y a quand même un peu un twist, y compris dans les romans, dans à peu près dans tout ce que je fais, où Mmh. à la fin, je vais sortir un lapin du chapeau. La différence pour moi, entre le roman et la nouvelle, parce que alors après, il y a plein d'autres manières de faire, hein, on est d'accord qu'il est pas obligé d'avoir une chute ou un twist pour quoi que ce soit. Mais moi, je sais que c'est ça que j'aime. C'est de dire, d'amener, le lecteur jusqu'à la fin et dire: «Ah tada!» Ouais. et la révélation du truc. J'ai pas fait que ça, mais quand même globalement, je tends vers ça. La différence donc ça se prête évidemment très bien à la nouvelle, même si encore une fois, il y a des nouvelles sans twist, sans chute. La différence avec le roman, c'est que le roman permet de donner plus de matière et en fait de porter autre chose que juste le twist, la chute, finale. Comme moi j'ai tendance vraiment à travailler sur l'aspect du reveal, à la fin, tu parlais de rencontres, ça c'est un truc que j'ai beaucoup pris d'une de mes grosses influences qui est, Joe Michael Straczynski, que j'ai eu la chance en plus de pouvoir rencontrer à Sydney, cette année. Donc le roman permet de porter autre chose que juste la justification finale qui est il y a le reveal à la fin et à travers le roman, on peut prendre plus de temps, de détours, atmosphériques qui servent quand même évidemment la narration, hein, mais pour porter autre chose en plus du voyage. C'est-à-dire que si le twist, c'est en gros la destination et la justification du voyage, à travers le roman, on peut aussi prendre le temps de dire le voyage est en elle-même la justification du voyage quelque part. Donc c'est alors clairement, il y a une question de place et de taille mais il y a Mmh. aussi une question de concept. C'est-à-dire que pour moi, la nouvelle est plus centrée sur un concept. J'essaye aussi d'avoir des concepts dans les romans, dans les sagas, parce que c'est ce qui m'amuse, en fait, globalement. Mais le roman me permet de, ne pas oublier que le il y a pas que le concept dans la vie. Je trouve. En imaginaire, je trouve, on a un peu tendance à avoir, 2 grands types de récits. Ce que alors, je pique peut-être ça ailleurs, hein, je sais pas, mais moi j'ai tendance à appeler ça le grand concept ou le grand traitement. C'est-à-dire le grand concept, c'est on a une grande idée, avec quelque chose d'extrêmement fort. Par exemple, 1984, c'est un grand concept.
Heu, Beaucoup de, romans et d'histoires de Philippe K. Dick sont des grands concepts. Et à côté de ça, il y a le grand traitement, c'est-à-dire on va pas forcément partir sur une idée absolument, révolutionnaire ou incroyable, mais on va en faire un traitement fort et profond. Heu, Game of Thrones, Dune, les grandes épopées comme ça tendent à être plus du grand traitement. Heu, Ce qui et il y a pas du tout de jugement de valeur de ma part, hein, Non, non, c'est je et voilà, donc je trouve que la nouvelle se prête vraiment bien au concept, et que le roman par la taille et l'espace qu'on y a et la saga a fortiori, tendent à se déplacer un peu plus vers le grand traitement. Moi, j'aime bien essayer d'avoir les 2, mais j'y arrive pas toujours. non, mais tu construis avec les 2, c'est ton univers aussi. Tu pars, tu as des textes plus courts qui justement là, à quoi ils te servent? À travailler un aspect, un concept ou suivre une idée ou? Il y a un peu de tout. Alors il y a des textes qui sont très clairement des terrains d'expérimentation pour des possibles idées. C'est-à-dire que Les Dieux sauvages, par exemple, les toutes premières origines et toutes premières idées remontent à quand j'écris Port d'âme, qui a été Mmh. publié en 2015, mais l'écriture en fait, Port d'âme, à la base, c'était un texte beaucoup plus court, mais qui n'est pas par lui-même, parce qu'il était trop court, justement, pour le coup. Ça comme quoi ça m'est arrivé, je réalise avec surprise que comme quoi ça m'est arrivé quand même dans ma vie. Et les premières graines de port d'âme remontent à 2007. Ah oui. Les tout premiers jets, la novella qui était port d'âme à la base, avec un titre différent, mais qui tenait pas debout, et Oui, donc il y a eu un retravail derrière. il est Mmh. sorti en 2015, donc tu l'as Oui. bien mûri. Il a eu toute une histoire. En gros, c'était une novella qui tenait pas debout. Du coup, je l'ai étoffée, mais ça tenait toujours pas debout. Mais j'avais pas assez d'expérience pour comprendre ce qu'il fallait faire. J'ai écrit d'autres choses, j'ai publié d'autres choses qui étaient plus à ma portée en termes de complexité, et de subtilité, parce que Port d'âme est quand même un roman très atmosphérique et assez contemplatif. Et à l'époque, je savais pas maintenir l'intérêt ou l'attention narrative sur quelque chose de plus atmosphérique. Je savais le faire sur quelque chose qui était plus orienté action, tension narrative. Pour ça que j'ai fait aussi du thriller ésotérique qui était en fait de la fantaisie urbaine, parce que là là j'étais dans ma zone de confort. Port d'âme, j'avais pas la maturité en tant qu'auteur, et quand j'ai publié, j'étais arrivé au stade où oui, effectivement, et je l'ai réécrit genre une troisième fois entièrement Oui. parce que j'avais pigé ce qu'il fallait faire avec. Mais donc à ce moment-là, déjà les Rovéliens, donc en 2006, mentionnent une espèce d'entité, tutélaire, on va dire, qui s'appelle Mériane. Et à cette époque-là, j'ai déjà les premières billes de ce que je voudrais faire avec Mériane, avec les Dieux sauvages. Parce qu'en plus, je suis intéressé slash irrité au sens historique depuis longtemps par le personnage de Jeanne d'Arc, en tout cas par le traitement qu'elle a reçu. Et donc, bien plus tard, j'écris aussi une nouvelle qu'il y a dans la route de la conquête qui s'appelle «Quelques grammes d'oubli sur la neige» et qui en fait sert très clairement de 1er terrain d'expérimentation de la religion wéhriste, qui est dans «Quelques grammes d'oubli sur la neige» Oui, tout à fait, oui. et qui en fait raconte, même si on peut parfaitement, lire quelques grammes sans, les dieux sauvages et inversement, mais qui, raconte en fait ce qui s'est passé en Mandre, donc à peu près, si ma mémoire est bonne, une soixantaine donc dans une région qui, en gros est tombée, abandonnée, et qui se passe environ une soixantaine d'années avant les dieux sauvages, je pense, si ma mémoire est bonne, il faudrait que je regarde la chronologie. Mais d'où vient, Shensen qui est l'un des personnages Mmh. principaux des Dieux sauvages. Et pour moi, c'était clairement j'ai dit: «Bon OK, je commence à me sentir prêt pour faire les Dieux sauvages, donc j'ai envie de commencer à jouer un peu». Parce que j'ai ces idées-là, mais comment ça marche en termes, sur le terrain, vraiment, en racontant des histoires là-dedans. Donc ça m'a permis de commencer à mettre en scène la religion wéhriste à cet endroit-là, en ayant l'idée très, très claire de me dire: il y a les dieux sauvages derrière, en ligne de Mmh. mire». Donc ça permet aussi de faire des coups de projecteur sur certaines époques de l'univers ou certains types de concepts. Je l'ai fait aussi dans mon autre gros univers, mais qui a eu beaucoup moins de développement à l'heure actuelle, qui est Léviathan, en fait, où il y a des Mmh. nouvelles également isolées dans l'univers de Léviathan.
Donc ça ouais, pour moi, ça permet aussi il y a certaines époques, je sais pas vraiment encore comment j'aimerais aborder sous l'angle romanesque, mais je j'ai pas encore vraiment trouvé la bonne manière de le faire et donc ça permet de continuer un peu à nourrir ces époques-là, et de jouer avec le truc parce que, je suis absolument convaincu que, en tout cas pour moi, je sais que c'est très vrai que, heu, l'écrit est une manière de réfléchir. Je réfléchis toujours en prenant des notes. Je vais essayer de pas me faire enguirlander par Sibylle parce qu'elle avait dit, «Tu vas pas montrer les trucs, hein!» Donc voilà, donc quand je fais des notes, ça ressemble à peu près à Si, ça. si, c'est intéressant. Parce que, en fait, je pense clairement quand j'écris. C'est pour ça d'ailleurs, je produis procrastination, donc je m'entends parler tout le temps, tous les 15 jours et je et de temps en temps, j'en m'entends et je me dis: «Ah mais Davoust, vas-y quoi, arrive à l'endroit où tu veux aller». Parce que je sais que quand je parle, j'ai tendance à commencer 15 idées et en fermer 15 autres. Mais c'est parce que je pense que c'est vraiment une déformation professionnelle. Pour moi, la manière d'arriver à penser linéairement, il faut que je mette toutes mes idées sur un bout de papier, pour pouvoir comprendre comment elles s'articulent et j'ai plus de mal à faire ça à l'oral, en fait. Donc je suis désolé par avance si je pars dans tous les sens et je sais, je fais mon propre montage avec procrastination et je sais comme ça peut être chiant. Donc voilà, donc je suis parti très loin, en fait. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, avec ma petite expérience, quand je n'arrive plus à réfléchir, je reprends un crayon et un papier et c'est en fait, c'est une, façon physique de renouer avec, l'imaginaire qu'on a moins avec un ordinateur et Mmh. donc tes notes, oui, oui, je pense que c'est précieux et en tant que bibliothécaire, les bibliothécaires, sont désespérés parce que les écrivains n'ont plus d'archives. Ils laissent plus de manuscrits, il y a plus rien à récupérer. Je suis terrible pour ça parce qu'en fait, j'ai un rituel de fin de bouquin qui est que je déchiquette systématiquement toutes mes notes et tous les manuscrits qui sont annotés. Ah oui, tu m'avais dit que tu Heu, écrasais tout, ouais, effectivement, je m'en je, souviens maintenant, oui, oui. une fois que c'est fini et voilà on me dit: «Oui, mais le processus et tout, qu'est-ce que tu pourrais laisser ça, tu pourrais faire la donation». Et pour moi, je sais plus qui a cette citation, mais qui dit: «Pour, garder du respect pour les lois comme les saucisses, faut pas regarder comment c'est fait». Et j'ai vraiment cette idée-là pour les bouquins. C'est-à-dire que je documente par ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse un jour, je documente énormément, ce que je pense et ce que je raconte de l'écriture parce que je le fais sur le blog. Je le fais dans l'espoir potentiellement d'aider les auteurs, autrices qui viendront après moi parce que, bah, on apprend comme tout le monde. Et en plus, bah, le fait dans la même idée, hein, le fait de l'expliquer publiquement comme ça m'aide aussi à devoir le synthétiser, donc le comprendre pour moi. Mais par contre, heu, pour moi, le produit fini, heu, c'est ça qui existe. Toutes les versions précédentes et toute la manière dont je suis arrivé à ça, pour moi, n'a pas droit de citer, en fait. Heu, mais ça, c'est une vision de vieux fan. Parlait de, jeux vidéo, de fanfic et cetera. Toutes les conversations, notamment dans les fandoms, Star Trek, Star Wars, qu'est-ce qui est canonique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ah oui. Heu et et notamment, toute l'agacement envers ce qu'on appelle le retcon, en anglais, donc retroactive continuity, c'est-à-dire changer le passé, quelque chose qui était censé être établi. Il y a plusieurs exemples célèbres qui ont fait pousser des cris d'orfraie au fandom, y compris moi. Donc et je trouve que c'est extrêmement inélégant quand on crée un univers de faire du retcon et c'est une des règles fondamentales que j'espère arriver à tenir. En tout cas, si je fais des erreurs, c'est de bonne foi, c'est que j'ai raté quelque chose bêtement. Je fais absolument pas de retcon dans Evan& c'est une de mes règles fondamentales. Si j'ai dit un truc et que c'est dit par quelqu'un de fiable, eh ben, c'est ma faute. Il faut que je m'en accommode, c'est comme ça. Heu et c'est un pacte fondamental avec le lectorat pour moi. Si je veux que, le lectorat puisse jouer avec les univers en essayant de piger les petits trucs, de chercher les passerelles, de regarder les petits trucs, il faut qu'on puisse s'appuyer sur les détails et Mmh. je peux pas dire du jour au lendemain: «Ah bah, tu sais quoi? Ça m'arrange plus, donc ça change». Bah non, si c'est comme ça, c'est comme ça. Donc parce que ça m'agace moi en tant que lecteur quand je le vois, donc c'est pas pour le faire chez moi.
donc voilà, donc il y a une version, c'est ce qui a été publié D'accord. et le reste voilà je vais encore me faire enguirlander par Sibylle, mais elle m'enguirlande pas, voilà les trucs, je sais pas, c'est ouais, faut que je fasse comme ça, et donc tout ça, ça disparaîtra et ça sera déchiqueté. C'est de l'échafaudage pour moi, et voilà, pour moi, même si je suis très flatté qu'il y ait des gens qui éventuellement, peut-être un jour, pourraient considérer que c'est intéressant, je personnellement déjà, moi je trouve pas, mais pour moi c'est l'échafaudage, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a construit avec l'échafaudage? L'échafaudage, une fois que le bâtiment est fini, on enlève l'échafaudage et éventuellement il servira à d'autres bâtiments un jour. D'accord, bah, échafaudage, c'est une belle image en tout cas. Et bah, écoute, on va continuer donc on est déjà arrivé au dieu sauvage. Alors en fait, tu as déjà dit beaucoup de choses sur l'histoire de la saga, mais tu as cité Jeanne d'Arc en passant. Donc dans les dieux sauvages, on suit une guerre atroce, hein, faut dire ce qu'il est, une guerre de religion, donc c'est souvent les pires, et entre 2 dieux qui se battent par humains interposés avec chacun son messager, son héros, et on a une société donc on ne comprend pas très bien, et puis l'autre qui est une société, mais alors, ré féodale, mais je ne sais pas à quelle période de l'histoire, qu'est-ce qui t'a pu t'inspirer comme période? Alors, pour être juste, je suis pas un grand, grand spécialiste du Moyen Âge. En fait, bon, je vais commencer par le début. Vas-y. La première, effectivement, il y a une énorme, ombre de Jeanne d'Arc qui est sur les dieux sauvages, qui est complètement assumée parce que il y a une citation en exergue, dans le premier tome, qui est littéralement le premier truc qu'on lit au-delà du titre, qui est une citation de Jeanne d'Arc, qui est Dieu premier servi. Et qui est une citation que je détourne un peu sciemment. C'est une citation de Jeanne à son procès, en fait. Où en gros, alors pour être très honnête, j'ai étudié le procès il y a longtemps maintenant, parce que le truc étant tellement sur la durée qu'il y a des choses qui commencent à être plus très, très fraîches dans ma mémoire et dans mes recherches. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que ma version reprise commence à supplanter un petit peu, la recherche. Je suis pas historien, je suis romancier, hein. Hem Et en fait, tout commence quand je dirige la revue Asphodel dans le début des années 2000, et on fait, pour le numéro 4, un dossier sur George Martin. Donc on est bien, bien avant le phénomène mondial, Mmh. la série télé et cetera. On est en 2003, hein, Ouais, ouais. 2002 même peut-être. Et donc on est, before it was cool, quoi. Mais bon, on l'appelle encore le trône de fer à l'époque, reste, quand même un monument, de la fantaisie déjà à l'époque, et j'ai la chance d'avoir une interview, téléphonique avec Martine. Il me dit, donc je lui dis: «On fait un dossier sur vous, on voudrait avoir une interview, est-ce qu'on peut?» «Oui, je peux vous donner une demi heure au téléphone». Oh, incroyable! Donc de mon petit appartement d'étudiant encore, plus ou moins à l'époque, sur les coups genre de 1 heure du matin, je casse ma tirelire et j'appelle Georges Martin. On n'a pas Skype encore, tu sais? Je suis vraiment Non, un non, vieux daron, moi. non, non, c'était 5 Heu, euros la mi 5 francs la seconde ou je sais c'est ça, pas, je la crois qu'on était minute. déjà je crois qu'on était déjà en euros, mais En euros, oui, en 2000, oui, on était en euros. Mais bon, et donc je l'appelle et je lui pose la question que tout le monde lui a posée depuis, et maintenant c'est devenu, monnaie courante, tout le monde sait maintenant. Mais je lui pose la question, je lui truc le truc un peu, voilà, je lui dis: «C'est quoi tes inspirations, enfin, c'est quoi vos inspirations?» C'était de l'anglais, donc j'ai le droit de dire que je le tutoie. «C'est quoi vos inspirations pour Game of Thrones?» Et il me répond, et alors il me fait tout un panégyrique sur Maurice Druon, Les Rois Maudits. Oh, incroyable, Maurice Druon, génial, le souffle épique, la puissance de l'histoire, et cetera. Et moi je prends des notes, hein, parce que, pareil, on n'est pas, hein, avec ma petite main, et j'écoute religieusement tout en me disant, personnellement, je me dis: ces salauds d'Américains qui viennent piller le patrimoine historique français!» Mais en même temps, c'est vachement malin, et pardon, Il n'avait pas de et Moyen Âge, il n'y avait pas de guerre de 100 ans, c'est sûr. mais du coup, je me dis: «Mais en fait, c'est vachement malin», et moi, j'ai toujours été fasciné par la figure de Jeanne d'Arc.
en fait. De manière générale, pour mes intérêts personnels, j'ai toujours été, attiré par, les spiritualités humaines au sens général, dont évidemment la religion et notamment, ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'il y a le spirituel, d'un côté, Pierre Bordage explique ça, bien mieux que moi, mais il y a le spirituel et puis il y a les congrégations, les religions qui sont finalement des constructions sociales, qui sont distinctes, du sentiment du religieux, de ce que, Carl Gustav Jung appelle le lumineux, c'est-à-dire l'expérience du sacré, qui n'est pas nécessairement lié, qui est une expérience spirituelle, mais qui est pas nécessairement liée au religieux. Je veux dire, il y a des tas de gens, par exemple, moi, j'ai l'expérience du lumineux face à la nature et aux grands espaces, par exemple. Cette espèce de sensation de: «Waouh, il y a quelque chose qui me dépasse, qui est énorme et dont pourtant je fais partie». Et bah, évidemment, ça se retrouve dans la religion. Donc ça, plus le traitement de Jeanne d'Arc qui est quand même, je schématise énormément, mais la jeune fille qui arrive et qui dit: «Coucou, je suis la prophétesse du Dieu que vous dépendez dont voilà et je vais sauver le monde» et elle termine brûlée par la même église du Dieu dont elle se réclame, m'a toujours foutu dans une onde pas possible, dit énormément de choses par rapport justement aux religions, aux congrégations comme construction sociale et au traitement fait aux femmes par les religions monothéistes à travers l'histoire et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc, heu, tout ça, se mêle ensemble, pour me faire me dire, donc en 2002, du haut de mes, 20 ans tout mouillés, et de mes cheveux que j'avais à l'époque, de me dire, «Un jour je ferai un truc sur Jeanne d'Arc». Un jour, donc ça a mis, 15 ans. Il y a aussi un autre truc qui est que pour moi, il y a il y a toute une veine qui est la fantaisie historique, qui est très proche de l'histoire. On a beaucoup de gens qui font ça extrêmement bien en France. J'ai peur alors il est tôt le matin en Australie, Oui, c'est en plus déjà c'est le un week-end lendemain, oui. ça voilà, je vis dans comme je disais tout à l'heure, je vis dans le turfu. Il y a donc voilà, il y a Jean-Philippe Javorski, il y a Fabien Cerutti qui font ça, très bien. Il y a, en France, il y a on est plus proche, un peu plus steampunk, mais Morgadov Glencoe, par avance mes excuses auprès des camarades que je pourrais oublier de citer. Mais voilà, on est dans quelque chose d'identifiable. Il y a Paris chez Morganov Glencoe, par exemple. Hem, Moi, le terrain qui m'int et je pa font ça un excellent travail. Moi, ce qui m'intéresse dans le travail de la fantaisie et dans là où le genre mon intérêt d'auteur, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, j'espère que c'est bien clair dans ce que je raconte. Moi, ce qui m'intéresse dans la fantaisie, c'est en fait, c'est la couche mythique. C'est-à-dire, c'est pas l'histoire, c'est ce qu'on en a gardé. C'est-à-dire, c'est l'histoire est un mythe aussi, hein. Il y a, l'expression de roman national, par exemple. Donc moi, ce qui m'intéresse dans le matériau la fantaisie se base sur le mythe. Donc moi, ce qui m'intéresse dans le traitement, c'est en fait le matériau mythique qu'on a construit au-dessus de l'effet de l'histoire. Et qu'on C'est-à-dire, voit se construire dans Les Dieux sauvages d'ailleurs, parce qu'il y en il y a a un complètement un qui jeu c'est là-dessus, extraordinaire, absolument. oui, oui. C'est, en fait, donc c'est pour ça que Les Dieux sauvages, c'est inspiré très clairement de Jeanne d'Arc, mais ça se passe pas en France. C'est en Eval-et-Gir, il y a pas la France, il y a pas les Anglais puisqu'il y a Mmh. une armée de démons machines en face. Oui, oui, c'est Je vis dans un pays anglophone et j'ai des racines anglaises, donc j'ai le droit de pouvoir bâcher les Anglais si je veux et dire que c'est une armée de démons machines. De toute façon, depuis le Brexit, hein, et puis de toute façon, c'est la faute à ma grand-mère qui m'a de toute façon toujours dit que les Anglais, c'était l'ennemi héréditaire. Heu, ah oui, je ça plaisante remonte, bien sûr, mais donc pour moi, c'est quelque part à l'époque en tout cas, tel qu'on a revisité, reconstruit Jeanne d'Arc et dont on s'est emparé de cette figure, notamment pour en la France en quête d'identité, hem quelque part, les Anglais, l'ennemi héréditaire tel que le dépeint
tel que le dépeignait, paix à son âme, ma grand-mère, c'était l'ennemi héréditaire, donc à la rigueur, c'est démoniaque au sens symbolique du terme. Heu et et donc il y a presque un jeu là-dessus. Donc pour moi, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qu'on c'est pas Jeanne d'Arc en tant que figure, même si j'en ai découvert des belles en faisant le truc, en faisant les recherches, c'est qu'est-ce qu'on en a gardé derrière? Mmh. C'est un peu comme, quand Ridley Scott fait Gladiator et que, Gladiator, d'ailleurs il y a un peu, en tout cas dans le modèle, il y a un peu, quand je vois Gladiator et on voit les grands spectacles de Rome et tout, Gladiator est absolument pas réel historiquement. C'est complètement une vision complètement fantasmée de Rome. Estelle Faye en parle bien mieux que moi d'ailleurs, sur le fait que d'ailleurs c'est impossible par exemple Gladiator est pas possible, je lui rends hommage parce que c'est elle qui nous a expliqué ça dans Procrastination et c'était passionnant. Gladiator, c'est pas possible parce que c'est le personnage principal, c'est un général, c'est un patricien et on peut pas déchoir un patricien comme ça et le balancer dans l'arène, c'est pas possible. Heu et en plus les gladiateurs, beaucoup étaient des professionnels. C'était Oui, des mmh. entertainers, voilà, c'était des youtubeurs, de la première époque. Je suis un monstre en termes d'histoire, mais je fais exprès. Hem mais juste Gladiator tape dans quelque chose de profond dans l'inconscient collectif, rapport à la représentation de l'histoire et représente Rome comme une espèce d'empire Disney, quoi et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces motifs historiques, dans ces faits, qu'est-ce qu'il y a que on les a, dans le cas de Jeanne d'Arc, en fait, redécouverts, alors pareil, j'ai fait les recherches il y a longtemps, mais si ma mémoire est bonne, c'est au 19e, je crois, au 18e. On s'empare de la figure, on la Mmh. recrée, on en fait une figure patriotique pour stimuler voilà, Et les pour guerres, stimuler ouais. le Mmh. roman nation Mmh, voilà, mmh, mmh. pour stimuler un sentiment patriotique et construire un roman national. Parce qu'on a pris celle-là, mais je veux dire des pucelles qui sont venues en se réclamant de Dieu qui leur parlait dans la tête, c'était pas la première, ça a pas été la seule, mais on s'est attaché à celle-là, pourquoi celle-là, et cetera. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que dans ces motifs historiques, dans ces événements, on a gardé quelque chose qui a parlé à l'inconscient collectif ou on s'est arrangé pour en faire un mythe et coopter le truc et en faire un outil social, historique, potentiellement aussi de propagande, qui a bien servi la société dont on parle à une époque donnée. Et moi, c'est ça que je trouve absolument fascinant et en plus, si on calque par-dessus, le spirituel, le religieux, donc qui sont des choses qui sont profondément viscérales et qui échappent au domaine de la raison, parce que c'est quand même la définition même de la foi. La Mmh. foi n'existe c'est un truc avec lequel je joue énormément dans Les Dieux sauvages, Oui. la foi n'existe que dans l'espace de l'inconnu. On ne peut avoir foi qu'envers quelque chose qui n'existe pas au sens empiriste du terme. Je peux pas avoir foi en quelque chose que je sais, parce qu'à ce moment-là, je le sais. Alors, on pourra dire: «Oui, mais la foi, c'est une certitude». Oui, mais c'est une certitude envers quelque chose qui n'a aucune présence matérielle. Et donc oui, il y a énormément de jeux là-dessus sur comment on crée dans Légion, voilà. Donc, en partant du principe que la fantaisie se base sur un matériau mythique, moi, c'est ce mythe-là qui m'amuse et qui m'intéresse et donc je prends joyeusement les figures de, Jeanne d'Arc, de la guerre de Cent Ans et cetera et je passe ça à la moulinette de l'inconscient collectif et de ce qu'on en a gardé à la moulinette aussi de l'esprit du temps dont je fais partie, hein, Mmh. je vis et je respire aujourd'hui en 2024 et à travers aussi le fait que la fantaisie est un genre résolument contemporain. Et puis je deviens bavard donc il faut que je me calme, mais c'est un truc qui m'avait longtemps, posé question, c'est pourquoi est-ce la fantaisie est un genre résolument moderne? Au même titre que la on comprend bien que la science-fiction soit un genre résolument moderne parce que il faut qu'il y ait un certain développement de l'empirisme et de la pensée qui deviendra plus tard scientifique pour pouvoir jouer avec ça et penser en termes de ici. Donc on comprend bien que la science-fiction naît avec Frankenstein, Mary Shelley, big up, et se développe au mesure que, naît la pensée empiriste, puis, scientifique et cetera. Ça, OK. Pourquoi la fantaisie
est considéré comme un genre moderne. Il y a eu quelques postfaces bien intentionnés, en mesure où le genre était un peu en quête de légitimité, fin des années 90, disant que, heu Gargantua, l'épopée de Gilgamesh et cetera, tout ça, c'est de la fantaisie. Sauf que c'est pas vrai, c'est anachronique, parce que la fantaisie naît à peu près à la révolution industrielle, dans une tentative de réenchanter le monde qui est d'ailleurs, cousine de la science-fiction. Heu, mais moi ça m'a toujours gêné. Je me suis dit: «Mais OK, je comprends pourquoi la SF peut pas naître s'il y a pas de science», pour le résumer très rapidement, mais la Oui, fantaisie, c'est une façon de penser mythique. Donc je veux dire, ça remonte à bien avant. Donc pourquoi est-ce que c'est et la définition qui consiste à dire: «Bah, ça naît là parce que ça naît là», me convenait pas et j'ai fini par piger, humblement avec mes petites mains, que en fait, la fantaisie n'existe que justement dans cette tendance, dans cette tentative de réenchanter le monde, c'est-à-dire de chercher dans une société industrielle puis post-industrielle, où est la part du mythe? Où est la part de l'enchantement mmh, dans le monde et dans la fantaisie? Puisque nous sommes dans une société alors, vu le tour que prend le monde dans certains pays, y compris mmh, industriels, concernant la manière dont le mythe se réappro et l'ère de la fameuse post-vérité, oui, mmh, ce oui, la manière dont le mythe se réapproprie se dont le mythe revient en grande force, dans certaines, sociétés industrielles m'inquiète un peu, mais bon, c'est une autre question. En tout cas, la fantaisie existe justement dans le discours entre une société supposément empiriste et la pensée mythique ou magique qui est héritée d'avant. Et en fait, c'est un discours, et c'est pour ça que c'est un genre moderne, c'est un discours entre nos sociétés industrielles ou post-industrielles et une manière de penser le mythe. Et en fait, la fantaisie n'existe que parce qu'il y a une distance entre les deux. Et le discours et c'est une dialectique et c'est un discours entre les 2. Et moi, c'est ce qui me fascine et que j'adore dans la fantaisie et c'est pour ça que dans Les Dieux sauvages, il y a aussi très volontairement tu parlais du discours sur le mythe et la mmh, construction de la religion. Il y a aussi des éléments résolument de SF qui sont considérés comme de la magie ou des trucs un peu démoniaques par les personnages, mais l'idée, c'est que le lecteur, que je sais qui est contemporain, je sais bien que oui, j'écris en 2024 pour des gens qui ont se des smartphones, oui, se pose des heu, questions, oui, puisse se dire: effectivement. «Attends, mais là, le truc, mais c'est juste ça, c'est pas juste une reconnaissance vocale, en fait? Attends, mais ça, je veux dire, quand il y a des gens dans certains trucs qui lisent sur certains trucs, des appareils magiques démoniaques et qu'ils lisent: «Quoi? Contrôle atmosphérique? Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Il y a un jeu très clair avec le lectorat qui est que nous discutons ensemble du rapport à la fois à l'extérieur de la série, puisque, c'est de la fantaisie, mais aussi dans la série, entre le lien entre la pensée mythique et l'empirisme. Où sont les curseurs? C'était une extrêmement longue réponse. Mais une très belle réponse. Mais je voulais te poser quand même une question. On avait un peu parlé de ça par rapport aux guerres et j'avais pensé aux guerres coloniales parce que je trouve que alors moi c'est sur cette période que j'aurais aimé écrire, c'est que d'essayer de comprendre comment. Et c'est ce qui arrive exactement, aux véristes finalement. Ils ont une technologie dont ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a des méthodes de guerre qui n'ont rien à voir avec leur combat habituel qui leur tombent dessus et ils ont beaucoup de mal à évoluer et je ne sais pas si ça aussi ça t'a un petit peu, travaillé, si tu as pensé un peu à ça aussi? Alors, déjà, c'est rigolo parce que je vais enfin pouvoir dire ça. Tout est la faute du jeu vidéo Civilisation. Tu parlais du jeu vidéo au début. Mmh, Quand j'étais môme avec mes copains sur l'Amiga, de l'un de nous, on jouait à Civilisation et il y a quelque chose qui m'avait toujours absolument, terrifié à l'époque, du haut de mes, je sais pas, 13 ans quoi. C'est que, dans le rapport d'inégalité du jeu vidéo créé par Civilisation, on peut avoir des gens qui ont des tanks et l'arme atomique d'un côté et de l'autre côté, des gens qui sont restés, aux lances et aux flèches, quoi et ça va
Et il y a beaucoup de ces inégalités de puissance, dans Evanégir au long cours. Mmh. Alors c'est intéressant que tu vois, une guerre, coloniale dans Les Dieux sauvages. J'avoue que c'était pas forcément conscient de ma part. Pour moi, j'ai traité et je continuerai à traiter les aspects de guerre coloniale dans Evanégir, mais là, pour le coup, directement en lien avec l'Empire d'Azrathia, c'est-à-dire ce qu'on Oui. voit notamment dans La Oui. Route de la Conquête et La Volonté du Dragon, où là, il y a très, très clairement une volonté impérialiste, et une volonté colonisatrice affiché à 200, qui est: «Nous venons avec nos gros tanks et nos gros mechas parce que nous sommes l'Empire et nous savons comment il faut vivre et ça va être vachement mieux. Au début, vous allez pas totalement être d'accord, mais quand on va vous apporter des trucs, vous allez voir, ça va être génial et vous allez être d'accord. Et de toute façon, comme on va vous réécrire à peu près de la manière comme nous on est, de toute façon, au bout d'un moment, vous serez comme nous. Donc vous pourrez pas discuter, vous serez d'accord, vous serez convaincus, vous allez voir, ça va être vachement bien. Et si vous êtes d'accord, c'est très bien, on va signer un accord. Si vous êtes pas d'accord, de toute façon, on va vous raser avec nos gros tanks. Donc il vaut mieux être d'accord tout de suite, hein? Bon, donc qui alors là, qui avec l'époque de l'Empire et notamment avec les dieux avec, pardon, la volonté du dragon Israël. et la route Mmh. de la Mmh. conquête, c'est 200 ça. Et du coup, le jeu, c'est aussi d'avoir, des gens des fois qui sont côté impérial, qui, notamment c'est très présent dans la novella qui donne son titre à la route de la conquête, où, au bout d'un moment, il y a on a une vieille généralissime, donc le niveau supérieur. Après, bon, très clairement, je joue avec les empires, classiques, c'est-à-dire Rome, Alexandre, tous ces trucs-là. Mais les empires, quel que soit, malheureusement, les empires, quelle que soit l'époque, fonctionnent à peu près tous de la même manière. Voilà, toujours dans cette idée de revenir à la aux principes de base qui font fonctionner l'histoire. Encore une fois, je suis pas historien, je suis un humble romancier, donc je joue avec ces trucs-là. Bon, mon but, il faut que que j'ai fait mes devoirs, mais je suis aussi là pour raconter une histoire. Donc c'est marrant que tu aies vu ça dans Les Dieux sauvages, pour mon mais je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais ça effectivement, ça doit apparaître. J'avoue que pour Les Dieux sauvages, je l'avais pas nécessairement pensé comme ça. J'étais plus en mode, post-apocalypse. C'est-à-dire un peu j'étais plus très honnêtement en mode, guerre totale à la Mad Max, où en gros on a après l'apocalypse, les gens qui restent, qui se battent pour, dans un monde extrêmement hostile, tomber dans l'obscurantisme le plus gras et luttant de façon totale pour le peu de ressources qui restent. Donc j'étais plus dans cette optique-là, mais avec effectivement, une vieille, vieille inspiration du jeu vidéo Civilization avec l'arme atomique, ou les tanks d'un côté et et les lances de l'autre. Donc, comme c'est une problématique fondamentale de civilisation, la Oui. racine était peut-être commune. C'est en fait, il y a un des trucs qui me tenait aussi à qui me tient aussi à cœur dans Les Dieux sauvages, c'est, c'est un peu aussi incarner, heu, une vieille opposition thématique qui moi m'intéresse depuis longtemps. C'est le gel de l'ordre, c'est-à-dire la rigidité absolue, qui est l'essence du dogme religieux de toute façon. C'est-à-dire le dogme par définition, c'est la vérité révélée. C'est un truc qui revient régulièrement dans Les Dieux sauvages, où le problème de la vérité révélée, bah, c'est qu'elle peut pas évoluer, puisque Oui. c'est le gel absolu. Et à partir du moment où on commence à vouloir faire évoluer le dogme, il y a un problème parce que c'est contraire à la nature fondamentale du dogme. Le dogme, c'est comme ça. Et donc, mais le problème, c'est que bah, là, effectivement, on a des wéristes qui sont gelés dans leur obscurantisme et dans leur incapacité à ne serait-ce vouloir comprendre ça, parce que ça leur rendrait service en fait, d'essayer de comprendre ce qui se passe en face, Et oui, tout à fait, oui. parce que ça va à l'encontre même de leur pensée, qui est que, dans l'ouérisme, l'ignorance fait partie des vertus cardinales. Parce que ça arrange bien Dieu, de pouvoir maintenir ses ouailles sous la suggestion la plus totale et le fait entre autres à travers, le un pat le patriarcat le plus poussé, qui est que,
sans spoiler, à un moment, on pige quand même, assez clairement que, heu, le Ware, dans la fondation de sa société patriarcale, a décidé qu'il fallait un ennemi aux humains et donc du coup, quelle meilleure manière que de monter une partie de l'humanité contre l'autre? Et à partir du moment où tout le monde sera constamment incomplet, en termes psychologiques, c'est-à-dire où personne ne réalise, alors j'ai peur de dire une bêtise en ressentant mon vieux Jung, mais en gros, symboliquement, la totalité de l'âme humaine. À partir du moment où on ampute constamment tout le monde de la moitié, bah, tout le monde sera occupé à se taper sur la tronche et n'essaiera pas de penser et de se rebeller en disant: «Mais attendez, mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on a envie d'obéir à ce Dieu-là? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on voudrait peut-être pas remettre en cause la parole qui vient d'en haut?» Tant que tout le monde est incomplet, et je pense que c'est aussi, de manière générale, une manière dont les suggestions fonctionnent, l'espèce humaine ne peut pas évoluer, peut pas se réaliser, personne ne peut être heureux et cetera. Oui, le dieu, bah, il le paye lui-même ce dieu puisque sa civilisation risque l'extermination au début du roman en tout cas et qu'il est obligé d'aller contre ses propres règles pour, Pensais qu'il était peinard, mais voilà, bon. il avait oublié qu'il y avait quelqu'un qui le guettait et d'ailleurs il y a aussi beaucoup d'ironie quoi, d'humour même si c'est, une guerre assez sombre et beh, Je on suis a content que je suis content que tu aies vu l'humour parce que c'est tellement je pense que de toute façon, c'est une des choses les plus humaines. C'est, au bout d'un moment, c'est tellement sombre que on rit, quoi. Au bout d'un moment, il y a plus il y a plus qu'à se marrer. Mais c'était important pour moi aussi de remettre c'est la chose la plus humaine du monde, donc c'était important de quelque chose qui est quand même vraiment très, très grimdark. On est vraiment dans la fantaisie la plus mmh. sombre, mais de pouvoir avoir quand même cet aspect d'humanité et de lumière en se disant: «Non mais à un moment, l'humour triomphe toujours, y compris des choses les plus sombres». Alors c'est de l'humour assez noir, porté par certains personnages qui ont de l'humour vraiment noir, mais on est dans la fiction. Donc je suis vraiment content, je te remercie, je suis vraiment content que tu l'aies vu parce que ça me tenait à cœur qu'on ait un peu de légèreté quand même. Bah, écoute, on a bien parlé, on arrive à la fin de l'émission, mais en fait, j'ai encore une chose à te demander. Tu as écrit en fait une histoire finalement. L'histoire, oui, comme tu parlais de mythe, tu as créé une civilisation et tu lui as fait une histoire assez puissante, assez riche et en fait tu pourrais rester dans cet univers, le faire évoluer sur des siècles encore, est-ce que tu penses qu'à un moment tu pourras t'en extraire ou tu vas continuer? Dévanégir, il faut que je le fasse, ne serait-ce que pour des raisons de créativité pure. C'est-à-dire oui, Evanégir, en fait, il y a des millénaires d'histoire et Les Dieux sauvages, c'est très ramassé en termes d'envergure Mmh. chronologique. Je pense que globalement, tous les événements vont être condensés sur une durée d'1 an et demi, Ouais, c'est à peu près. Ce qui, soit dit en passant, on parlait de l'histoire, de la vraisemblance mmh. historique par rapport à la fiction. Heu, c'est jamais l'histoire va aussi vite. Heu, mais c'est quand même rare en tout cas, dans une civilisation d'inspiration médiévale. Si on Mmh. prend tout Jeanne d'Arc, alors Jeanne d'Arc ça a pris alors oui c'est vrai, je te voyais douter, tu as raison. Par exemple, César, le règne de César, si ma mémoire est bonne, c'est 2 ans. Ce qui est quand même très, très court pour le poids qu'il a laissé dans l'histoire. Oui, tout à Hem fait, oui, c'est vrai. mais donc oui, Mmh. c'est vrai, tu as raison d'être dubitative, tout Je à suis fait, pas débutative, c'est que, heu, oui, 1 an et demi, c'est court. Mais si tu prends par exemple, tu prends je reviens, c'est une fixette, je prends par exemple le cas du Maroc. Quand, mmh l'armée française a débarqué à Casablanca, ça a duré 2 ans, peut-être maximum, le mo les expéditions qu'ils ont faites pour, heu, pour réduire les populations qu'il y avait autour de Casablanca
et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait plein d'événements et c'est pour ça que je te parle d'histoire écrite. Il y avait des événements de partout et quand tu lis l'histoire, tu te perds parce que des fois, sur très peu de temps, tu as beaucoup, beaucoup de choses parce que tu as des voilà. Donc c'était plutôt à Mmh, ça que je pensais en mmh. disant: «Tu as vraiment, parce que pendant qu'elle avançait, donc vers son destin, qu'elle emmenait son armée, il y avait beaucoup d'autres événements qui se Mmh. passaient. C'est la joie du roman choral, en fait, parce que comme là, vraiment, de façon très claire, mon but est un de mes jeux et un de mes buts, en fait, Les Dieux sauvages, c'est vraiment pour moi, entre autres, il y a plein de choses pour moi que ça représente par rapport à mon parcours, par rapport à ce que je veux raconter et cetera. Mais un des trucs qui me tenait vraiment à cœur, c'est aussi entre guillemets ma lettre d'amour slash payer mes dettes à la fantaisie classique, en fait. Tout en parce que dans Les Dieux sauvages, on retrouve toutes les grandes figures et c'est absolument assumé de ma part. Il y a l'élu de la prophétie, il y a, le grand méchant, en grosse armure, voilà. Il y a les dieux, il y a toutes ces grandes figures. Il y a la, entre guillemets, «quête», il y a l'élu, mais l'élu réticent évidemment. Donc il y a toutes ces grandes figures-là, mais mon but et mon jeu était d'en faire autre chose. C'est-à-dire que, en fait, il y a ces grands schémas-là, mais rien n'est ce qu'il semble être au fur et à mesure. C'est-à-dire que, par exemple, le grand méchant en armure noire, badass avec son épée de 3 mètres, en fait, alors de façon extrêmement, névrotique et compliquée et voilà, mais en gros, lui, il dit qu'il se bat pour l'amour, pour la grande fusion, la grande égalité. Vous serez tous des démons décérébrés, ça va être trop génial parce que je vous aime. C'est un peu Donc pervers. oui, là, il va pas forcément très, très bien dans sa tête, mais donc il y a tous ces jeux-là et il y a aussi comme la fantaisie joue pour moi en tout cas, joue sur le mythe et pour moi donc je voulais me baser donc sur les couches mythiques basées au-dessus de l'histoire, c'était pour moi très, très amusant et c'était, de montrer l'histoire faite de l'intérieur aussi. C'est une des grandes fascinations et un des grands jeux de la fantaisie et du genre, ce qu'on doit, très honnêtement, entre autres à Tolkien, hein, qui nous montre, l'histoire de la Terre du Milieu et de Arda de façon générale et toute cette, qui est devenu d'ailleurs un des tropes fondamentaux de la fantasy qui est, l'abysse temporel, ce que, Clout et Nichols appellent le time abyss, dans leur dictionnaire, encyclopédique de la fantasy. Donc comment est-ce que, en gros, en fantasy quand même fréquemment, il y a un moment où il y a, souvent un type en barbe blanche avec un chapeau pointu qui vous fait: «Ah mais parce qu'en fait on est dans la merde aujourd'hui, parce que 5000 ans avant il s'est passé tel truc». Et c'est un grand jeu avec, pour moi, l'univers des Vanégir. Donc si on a lu La Route de la Conquête ou La Volonté du Dragon, on se rend compte en lisant, c'est pas obligé, mais du coup ça fait un jeu, c'est l'espèce de petit bonus pour les personnes qui suivent l'univers. Quand on arrive aux Dieux sauvages, on se dit: «Attends, mais ce qui représente de l'Empire quand même, moi j'y étais parce que j'ai lu ce qui s'est passé là, il y a quand même un petit peu quelques raccourcis saisissants là-dedans, visiblement, enfin, soit il s'est passé des trucs, soit quand même, il y a quand même quelques réécritures créatives par rapport à ce que moi j'ai vu. Mais aussi, c'est rigolo parce que pour moi, c'est une partie intégrante du genre, mais du coup, de jouer avec ça, en le montrant en train de se faire, et ça joue aussi avec, comment est-ce qu'on a récupéré Jeanne d'Arc pour en faire une figure. Oui. On garde, voilà, c'est pour ça dans l'inconscient et dans l'imaginaire collectif, quand on pense à Jeanne d'Arc, on pense effectivement à la sainte qui a été brûlée injustement, avec le procès en réhabilitation parce que c'est ces salauds d'anglais et cetera et cetera. Ce qu'on sait moins, c'est que quand même globalement, Charles l'a un peu laissé tomber. Elle s'est fait attraper parce que Charles, en gros, elle était en mode: «Non, non, il faut récupérer la France». Alors encore une fois, j'ai fait mes recherches il y a longtemps, donc si je commets quelques petits raccourcis historiques, mes excuses par avance, mais tu vois, il faut récupérer la France quand même. Et Charles, il est en mode: «Attends, je commence à faire un peu des efforts diplomatiques. Maintenant que je suis roi, je peux commencer un petit peu à avoir des ouvertures diplomatiques. On va peut-être un petit peu essayer de un petit peu calmer le jeu». «Non, non, non, il faut aller récupérer la France pour Dieu et tout».
«Ah non, non, moi tu m'arranges pas du tout avec tes conneries là, à commencer à aller un petit peu taper moi je suis en train d'essayer un peu d'avoir des ouvertures diplomatiques, fous pas tout par terre!» «Non, non, moi j'y vais!» J'ai dit: «Bah écoute, je te lâche». Et donc attrapé, procès en hérésie, brûlé et cetera. Et finalement le procès en réhabilitation, c'est lui qui le lance, mais genre 20 ans plus tard. Quand finalement il se dit: «Non, mais en fait, finalement, ça m'arrangerait quand même bien parce que je suis un petit peu en quête de légitimité, donc si on pouvait la réhabiliter, ça serait cool, ça m'arrangerait». Alors, il y a quand même je lui jette pas la pierre. De toute façon, c'est comme souvent en histoire et avec le recul qu'on a, on peut se rendre compte que il y a pas de bon, il y a pas de méchant là-dedans. On a souvent aussi, dit beaucoup de mal de la reine Isabeau qui est censée, dans, l'esprit des historiographes du, 19e, avoir trahi la France en la livrant aux Anglais et cetera. La pauvre, elle a fait ce qu'elle a pu, avec, une situation vraiment compliquée pour essayer de protéger un peu des pour essayer de protéger le peuple qui en pouvait plus d'être faire la guerre et à un moment, elle s'est dit: «Il f» alors oui, elle a signé une paix qui était pas terrible, mais, elle a essayé un peu de faire ce qu'elle a pu dans une situation vraiment compliquée. Le traité de Troyes qu'elle a signé à l'époque, finalement, c'est pas un si mauvais traité que ça si on le regarde au avec un jour moderne, avec un œil moderne. En termes de diplomatie, il est plutôt pas trop mal foutu. C'est un traité assez moderne finalement pour l'époque. Donc c'est voilà, alors elle a fait ce qu'elle a pu avec une situation pourrie quoi. Heu, donc il y a voilà, il y a donc il y a mais à chaque fois aussi, il y a les gens derrière qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, qui font de la réelle politique, en fait. Qui essaient de faire ce qu'ils peuvent avec un terrain compliqué et il y a ce qu'ils aiment il y a ce qu'ils voudraient pouvoir faire, souvent. On voit que Charles, c'est pas forcément un mauvais gars. Il est plutôt reconnaissant, a priori, il est plutôt reconnaissant à Jeanne, mais à un moment, elle lui fout des bâtons dans les roues en termes d'efforts diplomatiques. Donc il la lâche. Et oui, c'est moche, mais en même temps, l'histoire, ça marche aussi comme ça, quoi. Et du coup, quand on a le recul, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand c'est pour ça que je m'intéresse souvent au Moyen Âge ou plutôt à l'Antiquité comme inspiration historique. C'est parce que, pour moi, on a un recul et on peut jouer avec les mécanismes historiques qui vont derrière. Moi, je me sens pas fondé à aller traiter une histoire plus moderne et plus proche de nous. Parce que justement c'est trop proche et on n'a pas le recul et moi j'aime jouer avec les principes générateurs de l'histoire et je considère que quand il y a des choses qui sont trop proches, qui sont trop proches de mémoire vivante, je veux dire, bon, l'Empire romain, ça va, je veux dire, il y a prescription, je trouve, même s'il faut faire les choses bien et cetera, mais moi, très humblement, je n'oserais pas. Je suis très admiratif du travail de ce que tu fais et parce que, je très honnêtement, je j'aurais trop peur de dire une bêtise. Si je dis une bêtise sur l'Empire romain, bon, à partir du moment où je fais pas de mauvaise représentation, sociale, qui est quelque chose qui me tient à cœur, ou alors en tout cas que je fais attention avec ce que je fais dans mon cadre fictif. C'est pour ça que je parle pas d'Empire romain, que je parle pas de Jeanne d'Arc, je prends les motifs que j'importe dans un cadre purement fictif et avec le cadre fictif, il faut qu'il soit cohérent et qu'il y ait pas de biais inconscient, mais voilà. C'est pour ça aussi que je joue sur l'aspect mythique, c'est que, je me sens pas fondé à parler d'histoire, au sens plus factuel du terme. Je me vois comme un amuseur ou comme quelqu'un qui expérimente avec des principes. C'est, heu, c'est pour ça que j'ose pas, hein, très honnêtement, j'ose pas, parce que je me sens pas fondé à le faire. Alors que si c'est dans le cadre des Vanégir et que je fais bien mes devoirs par rapport aux questions de représentation et cetera, alors là, oui, je peux parler d'histoire. Je peux parler d'impérialisme dans le cadre des Vanégirs avec un empire fictif et je peux jouer au sens noble du terme, c'est-à-dire expérimenter avec ces principes-là. Je suis encore une fois, je suis très admiratif de du travail que tu fais, parce que, je m'en je m'en sens vraiment personnellement, j'aurais trop peur, voilà. Je trouve que c'est très courageux ce que tu fais
et quand on joue avec l'histoire vraiment en étant plus proche de ça, je trouve ça très courageux parce que c'est clairement un courage que j'ai pas. J'aurais trop peur C'est, de je sais pas si c'est du courage ou c'est une démarche, ça peut être aussi une démarche sur soi, une réécriture de sa propre histoire. Donc il y a l'histoire, c'est comme tu dis, ce ne sont que des symboles, des mythes et si on veut l'histoire, vraiment, factuelle, il suffit de lire les comptes rendus, des terrains faits par les militaires. Moi, c'est comme ça que je me suis beaucoup, informée et c'est il y a aucune enfin, ou comme, il y a eu si tu penses aux guerres contre les Indiens en Amérique du Nord, il y a mmh, c'était les comptes rendus les plus factuels qui étaient les plus terrifiants finalement, parce que c'était oui. vraiment ce qui s'était passé sans état d'âme particulier. Mmh. Justement, j'aurais trop peur, bah, en tout cas, de là où je me tiens, Mmh, moi, j'aurais trop peur de mes biens inconscients. Alors que dans le cadre d'une fantaisie purement mythique, les biens inconscients, au lieu d'être quelque chose qui, alors à partir du moment où on fait bien les recherches, on fait attention à mmh, ce qu'on raconte bien sûr, en fait, dans le cadre d'une fantaisie purement mythique, finalement, paradoxalement, mes biens inconscients, dans ce cadre-là, deviennent une force. Parce que je fais partie de l'esprit du temps et donc je suis capable, en tout cas j'espère, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, de mettre en scène les biens inconscients tout en ayant conscience de ces biens inconscients et justement de les interroger, de faire partie, mais dans de l'interrogation, justement mais dans un cadre qui est purement fictif, ce qui fait que comme c'est Marianne et c'est pas Jeanne d'Arc, je peux lui faire dire ce que je veux. mmh. Et je peux me baser sur les grandes étapes de la geste de Jeanne d'Arc, mais en les réécrivant pour, interroger le matériau et surtout la place qu'elle a eue dans l'inconscient collectif et ça me donne une liberté que j'aurais pas si c'était Jeanne d'Arc, en fait. Oui, tout à fait, je comprends. Mais du coup, là, on arrive à la fin. Est-ce que tu donc là, on peut dire que c'est fini, que tu nous réserves quelque chose en 2025 là, parce que bon, il faut quand même qu'on aille au bout de Ouais. cette histoire, Ouais, nous, en tant que lecteurs. j'espère vraiment qu'il va pouvoir sortir en 2025. Tu en es Alors où? genre À la relecture, à l'écriture? Où est-ce que tu en es là sur alors, je vais me faire encore enguirlander par Sibylle. Alors, je vais non, non, essayer de t'inquiète pas, pas Sibylle, je vais n'enguirlande pas. juste j'enlève mon bon, je l'avais Vas-y, montré vas-y, déjà, mais je vais enlever mon casque. vas-y, je t'en prie. Juste oh la vache! Alors, C'est le poids du manuscrit. j'ai corrigé j'ai corrigé Ouh là là, ah oui, j'ai effectivement. corrigé tout ça. Ah oui. Voilà. Il me reste ah! C'est tombé? Non. Oui, c'est pas grave, c'est C'est corrigé. numéroté, d'accord. C'est pas grave, c'est corrigé, c'est numéroté. Ça n'était pas arrivé, ça devait arriver. Je suis Voilà. désolée. Non, 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 mais c'est moi qui ai voulu faire le mariole avec, ouais. Mmh. Il me reste à corriger ça Oh bah, tu et il me reste à peu près 400 pages à écrire. ah oui, Donc quand même, oui. voilà, Donc tu corriges au fur et heu, à mesure que tu ouais, rédiges, d'accord. ouais, Ah oui. alors c'est l'avantage d'être structurel, c'est que je sais exactement où je vais. Alors sur un bouquin de cette envergure qui va finir à 3 000 à plus de 3 millions de signes, je pense, 3,5 millions. Mmh. Heu, il y a quand même même les plans les mieux ficelés, enfin voilà, mais comme je sais où je vais, bon il y a des scènes auxquelles je suis passé à côté qu'il a fallu que je réécrive et cetera, mais j'ai fait ça sur tous les bouquins précédents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un stade où je suis allé suffisamment loin pour, entre le plan, l'intention de ce que je veux faire et là où j'ai vu parce que, il y a ce qu'on veut faire, il y a le plan et puis il y a la forme réelle que le bouquin a prise. Une fois arrivé aux 2 tiers, je vois ce que j'ai raté, je vois ce que j'ai réussi et je vois ce que le bouquin a vraiment voulu être par rapport à mes intentions et c'est forcément un dialogue toujours entre, Mmh. mon plan, mes intentions et la réalité des personnages qui disent: «Non mais en fait on va faire tel truc» et donc j'arrive à un stade où je suis entièrement capable de corriger,
même sans avoir fini parce que à la rigueur même c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça fixe, Oui, tu peux plus revenir en les dernières arrière. choses qui étaient Mmh en mh. flux. Voilà, les dernières choses qui étaient en flux et à ce stade, je sais ce que j'ai voulu faire, je sais ce que j'ai raté, donc autant le fixer et parce qu'il y aura plus de gros remaniements et à la rigueur, je le fais et du coup, ça me donne le dernier élan pour arriver sur la fin. J'ai fait ça sur tous les tomes précédents. Alors idéalement, c'est vrai que si j'avais un temps extensible, et je préférerais tout finir, mais même là, sur ce bouquin, je suis même pas sûr. Le fait de voilà, de repasser, de corriger, de finir, de fixer, ça veut dire qu'il y a aussi un certain nombre de trucs et c'est vraiment salutaire sur ce truc-là. Ça peut aussi sortir de ma mémoire de travail. C'est-à-dire que ça fait partie des événements, ils sont fixés, c'est bon, j'ai plus besoin de les Mmh, garder oui. un petit peu Mmh. en flux, quoi. Donc voilà, donc j'ai corrigé, heu, 2 signes à peu près. Donc il me reste 500 000 signes à corriger, hein, qui est le petit paquet là. J'ai et 800 000 signes à voilà et il faudra faire tout le retravail éditorial, aussi, avec ma directrice d'ouvrage qui, se roule en boule dans un coin préemptivement, voilà et qui m'a déjà dit que je lui devais un one shot court après ça, pour me faire pardonner de lui avoir, f de la faire passer à travers un tel presse citron et j'en suis désolé par avance. Mais voilà, donc Bah, nous, on est contents. Bon, voilà. elle, c'est son boulot. On va avoir Ouais, pitié d'elle. ça en vrai, ça pose aussi des tas de problèmes en termes de reliure, de commercialisation et cetera, mais comme j'ai la chance que, la série marche bien, qu'elle est suivie, qu'elle est attendue, ça me donc merci d'ailleurs à toutes les personnes qui, l'attendent, qui le suivent, qui kiffent la série, qui la suivent au Oui, long je cours. Parce que aussi, bah, c'est extrêmement, rassurant et confortable quand on fait ce métier parce que ça me donne et ça nous donne aussi, en termes commerciaux, la marge de manœuvre de pouvoir faire la fin telle qu'elle doit être, c'est-à-dire cette espèce de monstrasse complètement invraisemblable. Ne faites pas ça chez vous, même pour votre santé mentale. C'est la folie, quoi. mmh. Mais voilà, donc je commence à sentir le petit appel d'air de la fin et j'avoue que j'ai trop hâte de finir parce que, celui-là, il est en incubation depuis, 4 ans, quoi. Heu, Ouais. presque. Donc et puis là, c'est et puis en plus, il y a le fameuse fin de la série, quoi. Donc Oui, ça, c'est oui. Tu nous diras ce genre, que ça te fait de finir une série comme ça quand tu l'auras terminée. Et il a un titre? oui, ça s'appelle La succession des âges. Ah oui, c'est un beau titre. Qui est un comme comme beaucoup de titres dans Les Dieux sauvages, il a un double sens et il est aussi directement lié à en fait, à pareil, à ce que je disais, ma lettre d'amour/hommage à la fantaisie classique, qui est que pour moi, la fantaisie épique dépeint souvent un changement de paradigme d'époque. Le grand Mmh. exemple, c'est Tolkien où c'est la fin du troisième âge, si ma mémoire est bonne. Il y a la guerre de l'anneau et on revient pas voilà, le Après, ils monde a s'en vont, oui, radicalement oui. changé Mmh. et donc il y a ça, donc c'est la succession des âges par rapport aux âges qui changent, avec clairement, l'hommage à la fantaisie classique. Mais il y a aussi un autre sens qui se relie au titre du tome 4 qui est l'héritage de l'Empire, qui est la succession, c'est aussi un héritage. Et il y a tout dans tout ce qui traverse le tome 5 et à travers justement tout ce qu'on a dit sur la création de l'histoire et tout, il y a quelle est la succession que nous laissons aux âges? Il y a pas juste les âges qui changent, c'est quel est l'héritage qu'on laisse et Mmh. quel est l'héritage qu'on crée aussi? Rapport à tout ça, est-ce qu'on a le choix? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'amener? Est-ce qu'on peut compromettre avec ses idéaux, avec ce qu'on est pour mieux les servir? Est-ce que la fin justifie les moyens et cetera?
Bah, écoute, on l'attend, hein, donc si ça peut te motiver Merci, encore plus, je merci pense beaucoup. qu'on est nombreux à l'attendre. Moi, j'ai encore le temps, hein, puisque j'ai pas tout fini, mais c'est je suis en bonne voie et puis bah, écoute, on va s'arrêter là. Donc je parle pas de ton projet, manifestement, ça sera un one shot, donc on verra si tu En quittes la fantaisie ou si tu y restes, en fait. je vais d'abord, après les 2 sauvages, je vais prendre un peu les vacances en termes de fiction. D'accord. J'ai besoin de reconstruire un peu de recharger les batteries créatives, ça. Quand le bouquin sortira, ça aura fait, probablement 10 ans que j'aurais passé, quasiment à plein temps Oui, dessus. oui, si tu Heu, demi sur ce roman-là, oui, je sur, comprends. sur la saga en entier, Oui, ouais. oui. Donc, voilà. J'ai d'autres, j'ai des bouquins, de non-fiction prévus sur l'écriture, avec les éditions Argile, comme le «Comment écrire de la fiction», qui sont prévus déjà, qui vont, je pense, être, des vacances. Mais, ouais, je vais faire, je vais me ressourcer, je vais prendre des vacances. Voilà, Et bon, là, tu es dans un nouveau pays, donc tu fais tu vas avoir de nouveaux paysages, de nouveaux mythes, une nouvelle histoire, donc ça te donnera peut-être oui. des idées. Il y a eu ça aussi, hein, dans le cadre de l'écriture des Dieux sauvages, il y a eu le covid au milieu, Oui. il y a eu et puis il y a eu tout mon processus de découverte de l'Australie, d'émigration ici puisque maintenant je suis résident permanent, en voie vers la double nationalité, quand ce sera possible, ici. C'est en gros, je suis à demeure, c'est-à-dire comme je dis, je suis australien en formation. Heu, donc ouais, et c'est un pays incroyable. Je t'ai entendu dire plusieurs fois qu'il fallait qu'on boucle, mais voilà, je vais pas partir sur l'Australie parce que c'est un pays fascinant, incroyable et différent de ce qu'on pense en général aussi, depuis l'Europe. Voilà, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Lionel. Puis donc Les Dieux sauvages, donc à lire, si on ne les connaît pas, ça m'étonnerait, mais bon, je pense que et on attend la suite. Donc La succession des âges en 2025, alors pas en janvier, j'imagine, vu le tas de corrections, si? Ah Heu, ouf, si on arrive à le sortir en 2025, ce sera la fin de l'année. voilà, oui, ça paraît plus réaliste Voilà. effectivement, oui. Voilà, on va Mmh. espérer, Mmh. j'espère qu'on va Mmh. réussir, Mmh. à le sortir pour la fin de l'année. Mmh. Ça dépend de moi, hein, clairement, hein, c'est moi qui suis en retard. Donc voilà. Et bah, en tout cas, merci et grand merci à Voilà. toi et Bah, merci à toi écoute, pour ta lecture et écoute, ta curiosité envers la saga. bah, écoute, c'était une découverte effectivement et une belle découverte et puis, ben, je te dis au revoir et puis bonne journée. Nous, on va se coucher. Merci, bonne nuit. Au revoir Lionel. Merci beaucoup.